À ce moment, j'étais un peu en vogue. J'ai eu un semblant de succès à un moment. La police m'a arrêté plusieurs fois. Ils m'ont épié, ils m'ont suivi. Vous savez, il faut être ami à tout le monde. Chacun choisit sa voie. Mais justement, excuse-moi, grand frère, quelle est la pire des méchancetés qui t'a vraiment fait mal? Quand on te traite de dealer ou de PD ou de quoi? Quelle est l'épithète qu'on a utilisée à ton encontre qui a dû te faire vraiment mal? Quand on m'a traité de dealer et de PD, la politique, c'est un poison. Parce que il n'y a pas trop de contexte. Mais justement, excuse-moi, grand frère, quelle est la pire des méchancetés qui t'a vraiment fait mal? Quand on te traite de dealer ou de PD ou de quoi? Quelle est l'épithète qu'on a utilisée à ton encontre qui a dû te faire vraiment mal? Quand on m'a traité de dealer et de PD, ça m'a fait mal, évidemment. Mais, Tu en as pleuré? tu sais, non. Tu sais, le réconfort que j'ai eu, tu sais, quand tu es dealer, tu as beau nier, tôt ou tard, tu tombes. Si tu es PD, tu as beau nier, tôt ou tard, tu auras des affinités avec un PD qui va parler. On ne peut pas voler tout le jour. Un jour, pour le propriétaire, forcément, les amis PD, j'en ai plein. On les connaît. Donc, si tu es PD, ils vont dire, dans le milieu, ils vont en parler. Forcément. Donc, ça va ressortir. Quand c'est faux, on en parle un moment, puis après, on passe à autre chose parce que c'est faux. On va te dire, c'est un braqueur. Mais à un certain moment, on n'en parle plus parce qu'un braqueur, on n'attrape jamais. C'est qu'on ne peut jamais être braqueur puis être arrêté un jour. C'est pas possible. On ne peut jamais faire la drogue et ne pas être interpellé un jour. On peut être PD, et puis on ne te retrouve pas une seule fois avec un PD. Tu as une posture bizarre. C'est que c'est faux. Un PD va dire oui, lui là, on a des affinités. Il va se confier à quelqu'un, ça va sortir. Il y aura des preuves. Mais donc, quelqu'un au défi pour dire que Samassi Monteur était dealer déjà à Paris, c'est pas possible. Déjà, moi je conseille à tous nos frères, quand tu es ici, tes filles, tout ce qui est anormal, illégal, où tu vas avoir la police d'éviter. Tout ce qui est illégal, il faut éviter parce que tôt ou tard, on a la meilleure police du monde. Tu vas te faire interpeller. Tôt ou tard. En tout cas, on referme ce chapitre avec cette belle exhortation. Donc, pour dire aux gars, les gars, c'est vrai, on est venu se chercher, comme on le dit, mais cherchons-nous bien, quoi. Il ne faut pas aller se mettre dans des choses illégales pour demain se retrouver dans des soucis, dans des problèmes. On va aborder le chapitre Ahmed Bakayoko. Ok. Vous rencontrez à quel âge et où? Est-ce que tu peux te rappeler cette image-là de votre toute première rencontre lorsque vous étiez jeune? Ça ne va pas être évident, vu ce que j'ai traversé, mais je sais qu'Ahmed était à Djamé, moi j'étais un enfant d'Aboubou. Donc déjà, on faisait partie des bas quartiers. Donc, on aimait... Tu sais, c'est facile de se retrouver en ville. Moi, je venais d'Aboubou, je venais vers la ville, et ils étaient à Djamé, on se retrouvait au plateau. Tous les bons endroits, c'est ce qu'on aime. Donc, à force de te voir la nuit, il y a des affinités qui se créent. Alors, toi, tu habites où? Qu'est-ce que tu fais? Voilà comment il y a des approches, et après, on devient amis. Et on était tous étudiants à Abidjan. Moi, j'ai fait le lycée Voltaire et les cours Cassine. Donc, après, il y a eu le mouvement des bacs. Ahmed lui allait sur le Burkina. Et je ne sais pas exactement, moi je suis venu sur la France. Je ne sais pas si j'ai voyagé avant lui, il a voyagé avant moi. Moi, je suis venu sur la France. Et moi, j'ai fait Paris, Abidjan, Paris, Orléans. Et après nous, Ziké, ils sont arrivés. Donc, on va dire que vos premières rencontres se font dans les boîtes de nuit en Côte d'Ivoire. Oui, dans le show, oui. Dans le show. Ouais. C'était quoi la boîte de nuit que vous fréquentiez en son temps? Oh là là, il y a eu tellement de... Il y a eu le Magic Circus, Oui. il y a la Piedra à Gépien, il y a Domaek, il y a la Java. Mais la Java, c'est le même qui a créé la Java. Et puis après, Domaek a repris la Piedra. Et puis il y a le 32, son restaurant qu'il avait au plateau. Et en tout cas, on sort souvent, quand il venait de Paris, on se retrouve plus souvent chez Domaek. Chez Domaek.
Puisque tu parles de Paris, justement, vous vous rencontrez dans les nuits, dans les nuits ivoiriennes et vous vous retrouvez à Paris. Là, j'en mets une belle photo avec la complicité du réalisateur de Didi Stone. On pourra la voir sous un grand angle. Mais cette photo, elle est tellement illustratrice de cette belle jeunesse, de cette jouvence. On voit Samassi Akwaba sanglé dans un gilet très très beau. À côté de lui, le grand frère Isobo Junior, cigare en main, coupe de champagne. Et derrière vous, Ahmed Bakayoko et Dieng Ousseynou. C'était en quelle année? C'était dans quelle boîte? Oh là là. C'est là on était à Paris. C'était où? Ça, c'est une photo qui date de peut-être 20 ans, hein, 25 ans. C'était au Nelson, Ok, à Montreuil. On avait organisé une soirée. Il y a eu Jules, Tony Bob et moi. ok, La soirée du football. Et Ahmed était invité. Il était venu en mission de la Nonassi avec Dieng Ousseynou et Yves Zobo. Et on était avec Tony. Ahmed était à l'hôtel avec Yves, à la gare de Lyon. Et le grand frère Dieng était quelque part d'autre. Mais Ahmed et Yves étaient ensemble. Donc on restait avec eux, nous, on est leurs frères. Donc, il faut te dire qu'à la base, quand Ahmed venait à Paris, pour lui, quand on dit Ahmed a un frère à Paris, c'est moi qui l'appelais pour dire Sam, je rentre à Paris demain. Et j'ai pris mes dispositions pour être avec lui. Et en ce moment, il ne maîtrisait pas trop. Moi, c'est moi qui l'amenais un peu partout. Quand un frère arrive d'Abidjan, ici, ça va des guides. On faisait sa course ensemble. Une fois, on était à l'hôtel, une anecdote. très bien. Et puis son téléphone a sonné. On était au Méridien Hôtel. Son téléphone a sonné. Et c'était le père qui l'appelait. En ce moment, il était dans l'opposition. Ils disent, c'est le Hassan Ouattara. Mon père, on ne disait pas le Prado, il n'était pas encore président. Il dit Hassan Ouattara. J'ai fui de la chambre, je suis sorti. Il me dit non, reste là. J'ai dit non, j'ai allé dehors. Il a parlé à monsieur Hassan Ouattara. Et après, il est venu me chercher. Mais pourquoi tu n'es pas resté? Je suis resté. Je dis non, je ne veux rien entendre, je ne veux rien savoir. Il s'est marré. Je dis non. Tu parles à Hassan Ouattara. Tu veux qu'il reste à côté de toi pour écouter quoi. Et après, l'autre anecdote. Et après, il me dit Joe, allons manger. On part au restaurant, on finit de manger. Moi, je n'ai pas sommeil. Il dit ah, tu viens d'Abidjan, tu es fatigué, mais repose-toi, depuis on fait la course. Il dit il faut qu'on sorte. En ce moment, j'étais à Nanterre, à la Défense. Donc il dit, moi, depuis matin, on est sorti, moi je ne suis pas sorti. Tout ça pour le décourager. Il dit non, on va aller chez toi, tu vas prendre ta douche, tu vas te changer pour aller à la boîte. Mais Ahmed, demain, il dit non, aujourd'hui. Donc, tellement il est patient, tellement il veut sortir, on allait chez moi à la Défense. Il est resté dans mon salon, et puis il est passé, il l'attend. Je dis, Ahmed, est-ce qu'on remet? Il dit non, je t'attends. Je suis rentré, j'ai pris ma douche. Ahmed était là. Il faut qu'on sorte. C'est pour dire que c'est un monsieur. Quand il décide quelque chose, il insiste, il ne recule pas, c'est un forceur. Il voulait sortir, il faut qu'on sorte. Alors qu'il n'y avait que moi, je ne sais pas laisser Ahmed prendre les taxis parce qu'il n'allait pas se retrouver. Et puis il était nouveau. Donc il n'allait pas se retrouver. Donc j'étais obligé, moi, chaque fois, de subir. Parce que quand il veut sortir, je veux lui faire plaisir. Il faut qu'il l'amène dehors, il faut qu'il l'amène dans les restaurants, puisque j'étais un ancien. Donc il l'amène un peu partout. C'est derrière moi, avec moi qu'on l'a vu un peu partout. Puisque j'étais un peu son guide à Paris. Donc on allait partout. Aujourd'hui, tu vois comment la vie change. Quand Ahmed vient à Paris, l'ambassade à sa disposition aujourd'hui, il ne fait plus d'efforts. Ça veut dire qu'il faut croire en Dieu. Mais après, justement, quand il venait, son point focal, c'était toi. Tu tournais avec lui. Oui. Mais arrivé un moment, je crois, on l'avait tourné plus avec David Monceau. Il y avait un problème entre vous, quoi. Exactement. Non. En fait, Ahmed était souvent avec moi. Et après, David avait plus de disponibilité que moi. OK. Il était plus disponible. Parce qu'avec Ahmed, c'était du 100 à l'heure. Donc, il a alterné entre nous deux, mais David est plus disponible. Donc, il a préféré David dans ce cas, puisque c'est moi, ça m'a allé ici, il assistait, il fallait jongler mon planning. Alors que David a été très seulement
Justement, à propos de David Monceau, on vous voit là sur une photo. Tu m'as dit que c'était lors de ton anniversaire. Mon anniversaire, il était là. Ok. Donc vous êtes aussi proche. Et donc quand il venait, il était plus avec David Monceau parce que David était plus disponible. Plus disponible. Ok. Et après, il venait même à Kwaba avec David. Ok. Il venait à Kwaba avec David. Et une fois même, David était là, il dit à David, tu crois que ce soir, je suis à Paris? Sam, c'est mon frère, hein. C'était à Kwaba. Il dit, tu me fatigues là. David, Sam est là, hein. C'est mon frère. Hein. On a rigolé ça pour rire. Pour te dire que, après, la disponibilité de David était incroyable. Mais justement, lorsqu'il était venu pour son opération, pour perdre des kilos, il est resté pratiquement avec David Monceau. Comment est-ce que tu expliques ça? Est-ce que toi, tu étais à ses côtés? Non, moi, je n'étais pas là, j'étais à Abidjan. En ce moment, tu étais à Abidjan? J'étais à Abidjan. Ok. Ouais. Donc, il était avec David. Et après c'est David qui partageait son quotidien. C'est David qui partageait. Après, au début, il était avec moi. Après, c'est David qui partageait son quotidien. Ça, faut le dire. Mais comment toi, tu t'expliques le fait qu'il se soit plus rapproché de David, même s'il y avait une quelconque disponibilité, c'est pas parce qu'il partageait plus de valeur avec ces derniers qu'avec toi, en définitive? Je pense que c'est parce que David s'investissait plus que moi. Je pense que c'est ça. Toi, tu t'investissais pas, pourquoi? Puisque moi, j'avais mon planning. Je ne connais pas la période, il y a le restaurant qu'il fallait gérer, il y a mes études à côté, donc je ne suis pas tout le temps là. David, en tant que promoteur de spectacle, il gère même son programme. Donc, il est plus disponible pour lui que moi. Puisque moi, j'ai des études à côté, j'ai mes business, j'organisais des concerts, les mégas. Donc, moi, je ne suis pas tout disponible. Parfait. Donc, entre ces allées et venues, entre la Côte d'Ivoire et la France, vous voyez. Et toi, c'est en quelle année tu décides justement de rentrer en Côte d'Ivoire pour faire tes affaires? Il y a environ 8 ans, 7 à 8 ans. Une fois, Ahmed est venu à Paris. Oui. On allait le retrouver, Yves Zobou et moi, au jour 5. Il y avait Tony, son petit. Jean-Yves était là, il est venu sur Jean-Yves qui gérait l'Alizé. Il y a Maria Senghor, il y a Zoumana qui était là. Et puis il y a le fils du patron Bakayoko de la CEI. Son fils était là ce jour-là. Je donne la précision hein, parce que les gens racontent un peu n'importe quoi. Moi, je donne les noms et les précisions pour dire avec qui était là. Quand je passais, j'ai dit à Ahmed, je veux qu'on se voit à côté. Donc on s'est vu à côté. Ceux qui sont là vont se rappeler, Yves était là. J'ai dit, ah, mon frère, moi je suis fatigué, je vais rentrer. Il m'a dit, oui, c'est pas une mauvaise idée. J'attendais que ce soit toi qui décide, qui veuille rentrer. Que tu prennes l'initiative. Voilà. J'ai dit, voilà, ton frère en a marre de la France, je vais rentrer. Tu vois que depuis que tu viens ici, car aujourd'hui, je suis encore là. Il m'a dit, mais viens. J'ai dit non. Si je t'en parle, parce que je ne vais pas arriver à Abidjan, et puis, comptez sur vous. Je vais mettre un business en place avant de rentrer. Parce que si je rentre dans ces conditions, c'est vous que j'ai à m'aider. Hein. Il m'a dit, c'est pas une mauvaise idée. Viens à Abidjan, je répète son mot, hein. Je veux plus de visibilité à Abidjan. Donc, viens sur place. Après, je suis arrivé, je lui ai parlé du projet. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que, comme j'ai une interview, je vais rentrer dans les détails. Mais c'est l'occasion d'en parler. Ce n'est pas de mauvais détails tout de même. Quand je suis arrivé, il m'a dit... En fait, je me suis plus appuyé, puisqu'on s'est raté dans les rendez-vous. Sa secrétaire pourra confirmer, Miss Gay, qui prenait le rendez-vous pour moi, qui m'appelait parfois pour documenter, parce qu'il était hyper occupé. Donc, une ou deux fois, il m'a confié à 2 personnes. Et après, je me suis appuyé sur Tony, qui m'a introduit à une direction par rapport à Ahmed. On a fait le premier papier. Et après... Excuse-moi, c'est qui Tony, justement? Tony, c'est l'homme de main d'Ahmed. L'homme de main, c'est-à-dire? C'est son protocole, son petit. Ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble. Son petit, son homme de main, son confident. C'est son petit, mais je pense qu'il sait plus de choses que tout le monde. C'est qui Nestor? Nestor, lui, je ne le connais pas. Parce que dans un article de Jeune Afrique, justement, et ça a fait grosse polémique. J'ai vu ça, j'ai vu. Mais voilà, on a parlé d'un certain Nestor qui mangeait ce que lui mangeait pratiquement. C'est qui le Nestor? Je ne le connais pas, lui. On parle franchement, une interview, pas raconter n'importe quoi. Tu en as parlé avec Tony?
Non, pas du tout. de cette polémique de Nestor-là? Depuis que Ahmed est tombé malade, j'ai pas eu de Tony. Tony, j'ai eu de ses nouvelles. La dernière fois que j'étais dans ce fond, ça fait 2 mois, c'est à Abidjan. Ok. Après ça, j'ai pas eu Tony. Puis ce Tony était préoccupé par l'état de santé d'Ahmed. Donc, ce n'est pas le moment de parler de ce genre de questions. Vu qu'on en parle justement, quels sont les échos que toi tu avais par rapport à son état de santé? Jusque-là, je ne parlerai pas de la santé d'Ahmed parce que je ne maîtrise rien. Il y a tellement de rumeurs parce que j'ai l'avantage de connaître sa femme. Donc, je ne dirai pas n'importe quoi. Je ne vais pas aller dans cette bassesse-là. Parce que moi j'ai la chance de connaître sa femme. Donc, si ça m'intéresse, j'échange à ma soeur. Mais ce qu'on rentre dans la rue là, je ne maîtrise rien. Je ne sais pas. Ça, c'est trop compliqué à mon niveau. Mais toi, en tant que son ami, justement, le patron de Jeune Afrique qui parle de cette maladie, qui dit qu'il se savait certainement malade, mais il n'a pas voulu lui en parler. C'est-à-dire que ce sont des confidences d'amis. En tant qu'ami, quand même, on a dû te faire aussi la confidence de te dire que Ahmed peut-être était malade. Pourquoi pas? Tu sais, chacun raconte ce qu'il veut. Chacun parle pour plaire. Chacun parle pour qu'on l'écoute. Mais dès l'instant, ce qui est donc un conseil à quelqu'un, dès l'instant tu ne maîtrises pas les paramètres d'un dossier, on ne parle à dire. Non, tu veux dire que le patron de Jeune Afrique ne maîtrise pas le dossier? Non, moi je ne maîtrise pas. Toi, tu ne maîtrises pas? Je ne sais pas de quoi il s'agit. Donc, c'est un sujet qui est plus fort que moi. Je ne maîtrise pas. Mais quel est le commentaire que toi tu peux faire sur lui, c'est ce qu'il a donné comme information? Moi, quand on m'a dit que Ahmed était malade, j'ai mis ça sur le compte de la fatigue. Après, je suis avec ma soeur. On a mis ça sur le compte de la fatigue. Et moi-même, j'ai confirmé parce que je sais qu'il donnait tout. Il n'aime pas l'échec. Il a trop d'ambition. Il était parti pour être le futur président de la République. Donc, selon toi, ce n'est pas le cancer qui l'a emporté, c'est plutôt la fatigue alors? Pour moi, le surménage, la fatigue, manque de repos. Est-ce que ça peut emporter aussi subitement de toi? Ou alors, non, il y a le facteur chance. Puis à l'heure de Dieu, tout ce qu'on dit là, c'est parce que là, on est assis là parce que Dieu a voulu qu'on soit là. Après notre interview, là, tu es en bonne santé. Lui peut m'appeler tout à l'heure pour me dire, je vais quitter. Là, ça fout là. Non, je suis du bois. Ah bah, faut le toucher. Hein. Je suis du bois. Parce que c'est Dieu qui a décidé. Ah bah, faut le toucher, le bois. Et là, moi, je suis un miraculeux. Ouais. Parce que Dieu a vu que je suis encore là. Donc, personne n'a si Dieu, ton heure arrive, si Dieu dit, allez, c'est ton tour, tu pars. Peut-être que Dieu avait décidé, comme j'ai lu dans une interview de mon frère Zoumana, qui a dit que Dieu a décidé, c'est Dieu qui a donné, Dieu a pris. J'ai trouvé son avis très sage. Quand Dieu décide, on n'y peut rien. Faisons confiance à Dieu. C'est Dieu qui nous tient, c'est Dieu qui peut nous ôter la vie qu'il veut. Quelle que soit la santé que tu as, si Dieu décide. On a vu des gens qui tombent sur le terrain de football et puis ils partent. Il est vrai que la sagesse enseigne de ne pas faire le procès des morts, on va dire ça comme ça. Voilà. Mais tout de même, avant le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko, il y avait pas mal de dossiers qui pendaient sur sa tête tout de même. On a parlé de trafic de drogue. Qu'est-ce que toi tu peux dire sur ce dossier? Vous savez, ce qu'Ahmed a fait de mal là, c'est de faire la politique. La politique l'a exposé. Et quand tu fais de la politique, tu es exposé. Tu es exposé et autour de toi, il y a trop de méchanceté. Parce que dans tout ce qu'on fait dans la vie, dans notre entourage, il y a l'esprit de concurrence. Et il y a des clans. En général, hein. Donc mon frère, aujourd'hui, peut-être que si j'avais fait la politique à mon frère, je ne serais pas parmi vous. La politique, c'est un poison. Parce que il n'y a pas trop d'intégrité souvent. C'est pour ça que j'aime bien faire la politique. Sinon, je pense que Ahmed serait encore parmi nous s'il n'est pas rentré dans la politique. Parce que il a tout donné. Et
comme s'il savait qu'il allait partir. Il a vécu pour tout le monde, il est parti seul. Il a vécu pour tout le monde. Il voulait aider tout le monde. Il voulait mettre ses enfants à l'abri, il voulait mettre sa femme à l'abri, c'est sa complice, sa femme, sa moitié. Il voulait aider tout le monde. Et même moi, quand il m'a dit, rentre, on va se débrouiller. Quand il vient vers lui, il veut te satisfaire, il promet. Il promettait, mais il ne peut pas satisfaire tout le monde. Et ceux qui n'ont pas compris ça, aujourd'hui, on te propose de placer. Ils oublient que le monsieur a des enfants. On prend le procès d'un mort. C'est Dieu. Moi, je pense que mon frère Ahmed est aux côtés de Dieu aujourd'hui. C'est vrai que tu dis que s'il ne s'était pas engagé dans la politique, il ne serait pas décédé aussitôt. Parce que mourir à 56 ans quand même, il avait de beaux jours devant lui. Il est parti tôt. Il est parti très tôt. Ouais. Mais tu ne réponds pas à la question. Lorsqu'on l'accuse d'être trempé dans un trafic de drogue, qu'est-ce que toi tu réponds à ça? Mais ce que je viens de te dire, dès l'instant où tu es exposé, on t'accuse de tout. Je te dis mon cas. Tu sais, quand tu vis dans la saleté, tu n'intéresses personne. Quand tu as le luxe, tu es exposé. Si Ahmed était resté à Djamé tranquillement, en train de gérer une petite école, il n'aurait intéressé personne. Ahmed devenait peut-être... Tu sais, il y a des choses qui t'arrivent à cause des ambitions politiques. Mais au-delà, en tant que ministre de la République, quand on voit les sommes, les grosses sommes qui sont avancées, les sommes faramineuses, on a entendu Mollare dire, par exemple, un 31 décembre, Ahmed a déposé, je crois, 400 millions de francs CFA pour aller remettre à des gens. Est-ce que tu ne penses pas que de telles sorties, ça peut amener à se dire, mais le mec, il était dans des choses des choses pas assez légales quand même? Tu sais,